Dans cet épisode de C'est dans ta tête, Donc, si je prends soin de moi, j'augmente mon énergie, mais je me sens coupable en le faisant, je dépense de l'énergie, je reviens au travail, je suis au même point qu'avant. ouais. Et là, on va venir créer une fausse interprétation que prendre soin de moi ne sert à rien. Puis je vais me sentir ingrate de prendre des pauses parce que je me sens pas mieux après. Allô, dans cet épisode de C'est dans ta tête, on se questionne sur le stress. Le stress, on pense souvent que c'est négatif, mais au contraire, quand on en vit juste assez, ben ça peut être vraiment une source de motivation, ça peut vraiment nous aider. Par contre, là où est-ce qu'il y a un problème, c'est lorsqu'on en vit trop. Et c'est là-dessus qu'on va discuter, moi et mon invité. J'ai eu la chance d'en parler avec Valérie Roy, qui est psychoéducatrice, et elle nous explique en fait c'est quoi la courbe du stress, c'est quand on en vit trop, et comment on peut réduire les impacts du stress, notamment au travail. Donc, on s'est vraiment intéressé à tout ça. Donc, elle nous partage des trucs et astuces concrets qu'on peut mettre au quotidien pour réduire l'impact du stress et surtout en ressortir avec un sentiment de bien-être plus grand. Je vous laisse découvrir tout de suite l'entrevue. Bonne écoute! Donc, rebonjour tout le monde. Je suis avec Valérie Roy, psychoéducatrice. Valérie, je te laisserai te présenter un petit peu qu'est-ce que tu fais, pourquoi la psychoéducation. OK, ben bonjour. Moi, dans le fond, je suis psychoéducatrice graduée de l'Université de Sherbrooke depuis 2017. Et j'ai une pratique quand même assez atypique comme psychoède. Donc, je me spécialise vraiment en santé mentale adulte et bien-être au travail. Le bien-être au travail, c'est une expertise que je développe tranquillement depuis la dernière année. Puis, moi, j'ai vraiment comme mission fondamentale de faire connaître la psychoéducation pour adultes parce que c'est si peu connu et pourtant si utile. Donc, comment je vulgarise, par exemple, notre champ de pratique qui est les problèmes d'adaptation. Donc, c'est vraiment ça qui est la cible de tous les psychoéducateurs, peu importe l'âge de la clientèle. Mais dans le fond, les problèmes d'adaptation, c'est vraiment quand, par exemple, dans du relativement court terme dans notre vie, dans les dernières années, par exemple, on est face à différentes situations difficiles, différents stresseurs. Et là, on essaie au meilleur de nos capacités de s'adapter à cette situation-là, d'y faire face pour essayer de retrouver un état d'équilibre et d'être bien. Mhm. Mais des fois, il y a des situations qui sont hors de notre contrôle, qui s'éternisent dans le temps. Puis en dépit de toutes nos bonnes stratégies tentées pour être bien avec cette situation-là, ça ne marche pas. Puis même dans certaines situations, j'ai déjà vu que les comportements ou les réactions qui sont supposées nous être utiles vont en fait nous nuire. Et Mm. c'est là qu'on peut rentrer dans des problèmes d'adaptation. Fait que le rôle des psychoéducateurs est de vraiment accompagner ces patients à développer des nouvelles stratégies pour faire face, bien s'adapter à la situation puis retrouver un état d'équilibre. Super. Ben, tu sais, c'est le fun, justement, toute la notion plus travail, plus adulte Mhm. aussi, c'est quelque chose de plus méconnu. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant de t'avoir comme invité. Puis, justement, aujourd'hui, on va parler du stress. Tu sais, justement, c'est Oui, la courbe du stress. Puis, j'aimerais ça, justement, voir avec toi pour nous expliquer c'est quoi, dans le fond, le stress, puis comment ça se manifeste dans le milieu du travail. excellent. Ben, le stress, là, bien qu'il y a une connotation très négative et péjorative, là, on dirait qu'on parle du stress, puis on est comme, non, je ne veux pas ça. En fait, c'est vraiment juste la réponse physiologique dans notre corps face à une situation qu'on va percevoir comme étant difficile ou qui va nous demander, qui va poser un certain défi. OK? Le stress n'est pas la situation. La Mhm. situation, c'est le déclencheur. Le stress, c'est la réponse dans notre corps. Hein? Le petit cœur qui bat plus vite, l'hyperfocus des yeux, le fait que notre attention se focus sur la situation stressante. Des fois, il y en a qui vont avoir, par exemple, la respiration qui va devenir un petit peu plus courte et saccadée, un petit peu plus rythmée. Il y en a que ça va jouer sa pression. Il y en a qu'on va avoir les petits papillons dans l'estomac, par exemple, des petits problèmes digestifs. Mhm. Ça, c'est dans vraiment la réponse de stress aigu. Mais tous OK. ces symptômes-là, quand on tombe dans du stress chronique, là, les symptômes vont s'aggraver et persister et créer d'autres dommages autour. OK? Puis, rapidement, il y a 4 catégories reconnues de déclencheurs du stress. OK?
Je ne sais pas si toi-même, tu les connais, Myriam. Oui. Mais pour faire ça vite, l'acronyme pour s'en souvenir, c'est le CINE. Mhm. OK? Donc, le manque de contrôle. Le manque de contrôle perçu ou réel. Le I, c'est pour le caractère imprévisible d'une situation ou d'une personne ou les imprévus, la nouveauté et la menace à l'ego. L'ego, vraiment, au sens où c'est plus notre... c'est vrai, l'ego au sens de notre estime de soi, par exemple, Mhm. au sens où notre intégrité psychologique peut être menacée. Donc, tu sais, l'ego qu'on va dire sain, par exemple. Personne n'aime ça se faire juger, critiquer Non. négativement, la peur du rejet. Donc, c'est pas mal ça, les quatre déclencheurs du stress. Mhm. Et par rapport à ce que tu me dis, la fameuse courbe, c'est qu'on sait qu'il existe une courbe qu'on va surtout associer au stress de performance. OK? OK. Qui est vraiment qu'on appelle la courbe en U inversée depuis tantôt. Ceux qui nous écoutent en audio, vous irez voir ça sur YouTube. Je fais une belle petite montagne avec mes doigts présentement. Donc, l'idée, c'est que, mettons qu'on a ma courbe en U inversée. Donc, ici, d'un côté, quand il y a absence totale de stress, ben, c'est pas si positif que ça. Parce que ça, la science va démontrer que c'est associé, par exemple, à du désinvestissement, du manque de motivation, de la passivité, de Mhm. l'ennui, de la procrastination. Donc, ça va prendre une saine réponse de stress dans notre corps pour avoir le maximum de performance. Parce que quand on a un bon stress, Ouais. hein, aussi appelé le stress en science, ben là, on va avoir une meilleure concentration, une meilleure répartie. On va avoir l'énergie pour s'attaquer aux défis puis essayer d'atteindre nos objectifs puis réussir. Mais là, après ça, quand on traverse de l'autre côté de la petite montagne, où là, on a plus de stress de ce côté-là, bien là, ça va être associé, par exemple, à, oups, du surmenage, une Mhm. surcharge. On continue, on augmente la pression, bien là, on peut avoir de l'anxiété, mais de l'anxiété malsaine. On peut avoir des symptômes de dépression et finalement, on peut vraiment arriver à l'épuisement là, total. Donc, c'est vraiment le rapport à la verticale, c'est la performance qu'on a et à l'horizontale, c'est l'intensité du stress qu'on a ici. Puis à l'intérieur, on a la petite courbe en U inversée. Ça se trouve facilement là, dans les Ouais. recherches sur Internet. Allez voir ça, courbe du stress de performance. Ouais, vraiment. Puis on parlait de, tu sais, comment on fait pour démystifier qu'est-ce qui est un bon stress puis qu'est-ce qui ne l'est pas, par exemple. Hmm. Ce qui va revenir le plus souvent, c'est la perception qu'on a de la situation déclencheur. OK. Oui, le point de départ central est pas mal là. Mettons, je donne un exemple classique que je vais voir là, dans ma pratique où quelqu'un vient me voir parce qu'il y a des problèmes d'adaptation depuis l'apparition d'un nouveau gestionnaire dans l'équipe. L'ancien gestionnaire qui gérait son équipe, il s'entendait bien avec. C'était une personne qui était axée, par exemple, un peu plus sur l'humain. Il avait développé une belle relation de confiance avec ce gestionnaire-là, qui finalement a été promu. Puis là, le nouveau gestionnaire, oups, on est un peu plus centré sur la performance, les chiffres, les statistiques, d'essayer d'augmenter un peu le rendement de l'équipe. Ouais. Et là, quand on parle avec cette personne-là, ça accroche, ça marche pas du tout, ça crée des tensions, ça crée du stress. Bon, cette situation-là, si on la voit comme une montagne absolument insurmontable, puis tu sais, puis vraiment, on est fixé sur cette idée-là que c'est impossible s'adapter à une personne comme ça, il n'y a rien à faire. Là, on risque plus d'avoir du mauvais stress parce qu'on tombe aussi dans l'impuissance. Hein? Mhm. Puis l'impuissance est associée au manque de contrôle, par exemple, qu'on a vu qui était un des déclencheurs du stress. Tandis que si on voit plutôt ça comme étant un défi, de dire, OK, je vais peut-être devoir apprendre comment parler à une personne qui a peut-être une approche un peu plus rationnelle, cartésienne. Moi, j'ai plus un discours orienté sur la relation, l'empathie, comment l'autre se sent. Puis lui, ce qui l'intéresse plus, c'est le rendement, la performance.
un n'est pas nécessairement mieux que l'autre si on Mhm. n'est pas dans des extrêmes, là, OK? Ouais. Mais vraiment comme dans de l'intermédiaire, évidemment. Mais de voir ça comme étant un défi, de se donner le défi de développer des compétences pour apprendre à parler à une personne comme ça, puis avoir l'impression qu'on se comprend. Mhm. Là, on risque plus de percevoir le stress comme étant plus positif que négatif. Comme une source de motivation finalement, C'est plutôt que ça. comme un découragement quelconque, mais ça reste une Voilà. situation stressante, mais ça dépend. OK. Comme C'est une intéressant. opportunité d'apprentissage. Ouais, c'est ça, ça dépend vraiment finalement de la perception, comme tu disais, parfait. Puis, mis à part cette situation-là, justement, le stress au travail, il peut se manifester comment? Comment on peut se rendre compte qu'on en vit peut-être trop? OK. Ben, des indices qu'on va parler, tu sais, ça me donne l'occasion de parler de la santé mentale, Mhm. OK? Parce que les symptômes de stress vont venir se placer sur le continuum de la santé Ouais. mentale. La santé mentale n'égale pas maladie mentale, pour ceux qui ne le savaient pas. La santé mentale, c'est vraiment un état de la présence de plusieurs facteurs de protection qui vont faire qu'on a un état mental bien, dans l'émotion agréable, ou au moins on sent qu'on a les ressources nécessaires pour faire face à des défis de la vie. Puis, il peut avoir présence ou non de diagnostic dans ce cas-là, mais tant qu'on sent qu'on est bien, qu'on est en maîtrise de soi, en équilibre, puis qu'on fait des choses pour prendre soin de soi, on peut avoir une bonne santé mentale. Là, Mhm. après ça, si on avance au niveau de l'échelle, il peut avoir entre la bonne santé mentale et la maladie, les troubles et la maladie mentale, il va y avoir la détresse psychologique. Ouais. C'est là qu'on a une porte d'entrée pour agir plus rapidement. Mais dans ma pratique, c'est là que les gens vont avoir tendance à passer à côté. OK. Ouais. OK. Les gens vont passer à côté de cette fenêtre-là. OK? La détresse psychologique, c'est vraiment l'apparition de premiers symptômes s'apparentant à de l'anxiété et de la dépression en général. Il va y avoir une augmentation dans le quotidien, même au travail, plus d'émotions désagréables dans le travail, moins de fun au travail. On peut voir qu'on devient de plus en plus impatient, de plus en plus irritable. Puis, tu sais, on voit que ça augmente tranquillement d'une semaine à l'autre. Et ça, c'est à faire attention, même si on est très bon pour le cacher au travail. On garde tout ça en dedans, Mm. personne ne s'en rend compte, mais à l'intérieur, ça bouille de plus en plus fort. OK? On a le discours de la personne impatiente, le discours de la personne irritable dans notre tête, mais personne ne le voit. Puis là, on sait qu'on commence en général par expérience quand ça commence à paraître, là, puis les autres s'en rendent compte de notre non-verbal qui parle un peu plus. Ah, ah. Là, on a avancé un petit peu plus dans la détresse psychologique modérée à sévère. Fait que là, non seulement on devient irritable, on devient patient, on est fatigué, Ouais. on manque de motivation, ou on a aussi ce que j'appelle le syndrome du chevreuil qui traverse la rue, parce que j'habite en campagne. Donc, le syndrome du chevreuil qui traverse la rue, c'est on devient vigilant, voire Ouais. hyper vigilant sur tout. Et on se met à anticiper des scénarios. On vient qu'avoir des scénarios catastrophes dans notre tête. On se fait des mises en échec. Et là, on devient vraiment très, très, très tendu également. Et Mhm. c'est que si on persiste à continuer dans notre façon de faire sans prendre en compte nos symptômes de détresse psychologique, bien là, on est beaucoup plus à risque de tomber du côté des troubles de Mhm. santé mentale, Ben oui. dépression, troubles anxieux, par exemple. Et là, après ça, c'est qu'une fois qu'on a franchi la ligne clinique, bien, ça va être la sévérité du diagnostic qui va varier d'une personne à l'autre. Mais dans le fond, ça serait de s'en rendre compte à partir du moment où est-ce qu'on sent que, OK, de semaine en semaine, ça va moins bien. Il faudrait se dire, OK, on agit, on met des choses en place parce que Oui, souvent, ce qu'on va se dire, c'est, ah, ben ça va partir. Ça c'est doit être ça. le mood, ça doit être le mood du moment. On est beaucoup comme ça, là. Souvent, on se dit, ah, ça va passer, mais tu sais, si après plusieurs semaines, ça augmente, ça partira C'est ça. probablement pas de soi-même. Là, autrement dit. Et des fois, quand les gens vont dire ça va passer, c'est de se questionner dans combien de temps tu penses? Hmm. Pourquoi ça passerait dans ce délai-là? Si on se dit, OK, là, on est dans un projet pilote intensif pour 3 mois. OK.
tu sais, de se voir peut-être un plan de match temporaire, de diminuer des charges dans la vie personnelle, demander plus Ouais. d'aide sur d'autres éléments, puis accepter qu'on est dans une période un peu plus rush pour le travail. Tu sais, comme là, en date d'enregistrement, on est dans des périodes, par exemple, d'impôts, de fin d'année fiscale. C'est des rushs, c'est des périodes rush en général Ben pour oui, les entreprises. Mais on est capable de savoir qu'à partir du moment où on a déposé nos documents de fin d'année, ça c'est passe. fini. Ouais, Puis on est supposé être vigilant pour confirmer que c'est effectivement fini puis qu'on a un soulagement. Si à date prévue ou 2, 3 semaines plus tard, on n'a toujours pas le soulagement, puis on fait juste en profiter pour rajouter une autre affaire, puis rajouter une autre affaire, puis ça finit pas, puis ça devient juste la vitesse attendue de travail. Oups. là, il y a un problème. Là, c'est ça, exactement. Je trouve ça intéressant. Puis justement, est-ce que tu aurais des conseils, des astuces pratiques pour justement gérer son stress au travail de manière efficace? Mais ça peut être aussi à l'extérieur là, du travail, parce qu'on sait, veut pas, avec un train de vie, si ça va toujours vite, partout, y compris dans le Mhm. travail, ça va venir justement tout déséquilibrer le reste. Fait que ouais, est-ce Oui. que tu aurais quelques conseils et astuces pratiques qu'on pourrait mettre en place sans nécessairement que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sous, mais juste se permettre de se déposer un petit peu? Oui, absolument. Il y a juste un dernier indice que j'ai pensé avant pour comment détecter la présence de stress au travail. Ce Mhm. que j'observe aussi des fois, c'est que comme on veut tellement être professionnel au travail, il arrive des débordements ou des déplacements dans d'autres sphères de vie. Fait que des fois, là, tout d'un coup, on peut devenir beaucoup plus irritable avec notre partenaire de vie, Ouais. avec nos enfants. À la maison, on commence à plus faire les tâches ménagères, on commence à se désinvestir de la maison parce que toute l'énergie est vidée au travail. Donc, je dirais, soyez vigilants pour ça aussi quand on voit que ça commence à venir affecter nos autres sphères de vie, puis que les conséquences se manifestent là en premier. C'est peut-être d'autres indices aussi. Mais pour ce qui est des stratégies, ce qui est vraiment recommandé, puis je vous dirais, bien, premièrement, il y a un sympathique livre que je recommande souvent, qui est le livre de Sonia Lupien, Par amour du stress. Ou Mhm. si on veut juste avoir des bonnes bases pour comprendre et être capable de s'observer, c'est un livre que je recommande souvent parce qu'il est très bien vulgarisé aussi. Mais sinon, c'est également mentionné dans son livre, mais les fameux 4 causes, les 4 ingrédients du stress, là, le Ouais. manque de contrôle, l'imprévu, l'imprévisibilité, la nouveauté, la menace à l'ego, ben, ça peut devenir une stratégie en tant que telle. Donc, quand on est dans une situation stressante, on la sent dans notre corps, la réponse de stress est déclenchée, on a l'impression de porter le poids du monde sur nos épaules, on est tendu au On est de bout, même. on a les yeux un petit peu écarquillés, je caricature évidemment, mais c'est d'essayer de comprendre, OK, j'ai quel ingrédient dans ma salade de stress? Mhm. Parce que ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que la science va démontrer que plus il y a d'ingrédients présents dans les déclencheurs de stress, plus la situation va être considérée comme euh, intense et stressante. Ouais. Donc, ça nécessite plus de préparation. Mais après ça, une fois qu'on a ciblé que, ben, dans certaines situations, il manque de contrôle, par exemple, mais ça va être de venir préciser, OK, sur quoi est-ce que j'ai l'impression de manquer de contrôle? OK, ces éléments-là, par exemple, j'ai pas pu choisir l'attribution des dossiers au travail, je voulais un certain dossier, j'ai pas pu. OK, c'est correct. Mais là, après ça, de voir, si tu n'as pas eu de contrôle dans la situation, essaie de voir plutôt où sont tes prises, aussi petites soient-elles. Parce que si, par exemple, on n'a pas de contrôle sur des éléments extérieurs, bien, des fois, on peut regarder, OK, moi, j'ai du contrôle sur comment je vais me préparer, comment je vais réagir, à qui je vais demander de l'aide. Ça, c'est des sources de contrôle. Fait que d'essayer de voir où sont nos prises par rapport à ça. Même chose pour le caractère imprévu ou l'imprévisibilité. On regarde quels sont les aspects où, tu sais, ça a été quoi les imprévus? Quel impact ça a eu dans ma planification, par exemple? Et Mhm. dorénavant, d'essayer de se faire un filet de sécurité pour peut-être tenter de prévoir l'imprévu ou si ça concerne la personnalité imprévisible d'un collègue de travail, par exemple. Mais ça peut simplement être de se faire un petit plan de match pour dire, bon, ben, je vais commencer par le saluer le matin. Puis là, Mhm. selon sa réaction, si elle est positive, ben voici comment je vais pouvoir interagir. Puis si c'est pas une bonne journée,
voici comment je vais essayer de me protéger de sa réaction, puis je vais réagir par la suite, ou peut-être juste me détacher, le laisser dans sa bulle, puis tu sais, je vais peut-être plus prendre mes distances avec cette personne-là aujourd'hui pour me protéger. Mhm. Tu sais, c'est d'essayer de prévoir l'imprévu. Même chose pour la nouveauté. Si on se fait donner un nouveau mandat, par exemple, ben, un plan de match, si on voit que cet ingrédient-là est présent, ça peut être d'aller chercher, OK, quelles compétences il me manquerait. Des fois, la nouveauté va impliquer un petit peu de formation, un petit peu de recherche, augmenter ses compétences, fouiller, par exemple, dans quel dossier est-ce que j'ai eu ou j'aurais des compétences ou de l'expérience dans un dossier que je pourrais recycler dans ce dossier-là pour pas avoir l'impression de partir de zéro. Donc, de se faire un plan de match par rapport à ça. Le dernier est un petit peu plus corsé. Oui. La menace à l'ego, là, l'humain, il n'aime pas ça. Non, Il on n'aime pas aime pas ça ça. parce que ça vient chercher notre peur du rejet, Mhm. qui est la peur du jugement des autres. Mais quand on voit, par exemple, des cas classiques, là, c'est quand on doit faire des présentations d'équipe. Ouais. Puis là, on a peur, par exemple, que dans notre présentation d'équipe, on nous juge incompétents ou pas assez préparés ou quoi que ce soit. Mais c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer les risques? On n'a jamais de garantie, mais on peut essayer Non. de diminuer les risques. Fait que Mhm. ça va peut-être être sur les recherches qu'on va faire, la préparation qu'on va faire, les pratiques qu'on va se donner, valider auprès de collègues de confiance leur perception, puis Mhm. comment on pourrait s'améliorer. Donc, tu sais, d'y aller dans une approche très concrète et pratique. Détecter les ingrédients du stress présents dans le ciné, puis leur donner à chacun un espèce de petit plan d'action pour Ouais. compenser. Ouais, c'est vraiment agir sur ce qu'on est capable de contrôler finalement. Puis il y a aussi toute la notion de justement demander de l'aide. Oui, Des fois, souvent, ou juste en parler, tu sais, des fois, on vit une situation stressante, mais on sait que, ah ben, tel collègue a déjà vécu une situation semblable, si elle se sent à l'aise qu'on s'en parle, hey, toi, qu'est-ce que tu as fait dans cette situation-là? De se comparer, puis de regarder, bon, ben, peut-être qu'il y a quelque chose dans ce qu'elle a fait que ça a l'air d'avoir fonctionné, peut-être que je pourrais l'adapter à ma réalité aussi. Puis juste se sentir compris, comprise aussi quand on vit des situations qui soient difficiles ou juste stressantes, mais ça fait du bien, là. Il y a plus de place oui, en dehors qu'en dedans. Après ça, tu repars, puis tu sens, OK, le poids est un petit peu moins sur mes c'est épaules comme ça. ça. Il est un petit peu plus de partager. J'en ai enlevé un petit peu. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire, justement? Mais j'aime ça, l'approche avec le ciné. C'est vraiment... C'est concret. ouais, c'est dans le ici maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Puis ça aide à se ramener, à comprendre, justement, qu'est-ce qui fait en sorte que cette situation-là est stressante. Parce que des fois, ça arrive, là. On t'arrive, il y a une Oui, situation, puis je ressens que je suis stressée, mais on dirait que je comprends pas trop pourquoi. Fait que juste de faire le stop, se dire, bon, je peux me le marquer sur papier ou le faire mentalement, peu importe ce que je préfère, mais juste regarder, OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, ça aide à un petit c'est peu, ça. après ça, se donner un plan d'action, puis juste le faire, des fois, ça aide à mettre l'attention un petit peu plus vers en bas. C'est comme la différence entre subir le stress puis agir avec le stress. Ah, j'aime ça, ça. J'aime ça. C'est bon, c'est bon, c'est parlant comme phrase. Puis ça m'emmène à parler justement, tu sais, on a parlé plein de trucs, des astuces, se Mhm, reposer, ça m'emmène à parler justement de, tu sais, des fois qu'on prend un genre de moment de recul où on prend du temps pour soi parce qu'on se dit, OK, je suis stressée, je vais prendre un moment pour mhm. moi, faire quelque chose que j'aime. Ça vient des fois avec une certaine culpabilité parce qu'on se dit, ah, j'aurais pas le temps de le faire. Ou Oui, ah, ben là, ce dossier-là presse où on se donne même pas le temps de prendre nos pauses parce qu'on se dit, ben là, j'aurais pas le temps de prendre ma pause, faudrait que ça clenche, puis faut que ça y aille. Comment on fait pour se recharger justement sans culpabiliser? Comment on en arrive là? Parce qu'au final, prendre ces pauses-là, au final, sont très nécessaires. Vont même nous aider à être plus performants, plus efficaces au travail, mais mhm, souvent, sur le feu de l'action, on va se dire, ben j'ai pas le temps. oui, Qu'est-ce qu'on peut exact. faire? Avec tout ça, là. Avec qui c'est qu'on fait que ça? OK. Bon, ben, premièrement, oui, les études le disent que c'est important de prendre soin de soi et de donner des pauses à son cerveau, surtout pour éviter, par exemple, la surcharge mentale. Ouais. Et quand on est en période de stress plus intense, ben, veut pas, ça gruge de l'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie au corps. On en dépense beaucoup.
nécessairement, la logique veut qu'on a besoin d'avoir des gains en énergie pour être capable de continuer. Là où ce qu'il faut adresser aussi, comme tu l'as dit, c'est la culpabilité qu'on a à prendre soin de soi, à prendre des pauses et à s'énergiser. C'est important de l'adresser, ça, parce que la culpabilité va venir contaminer les effets des pauses ressourçantes, parce que gérer la culpabilité, gaspiller c'est une dépense d'énergie. C'est pas nécessairement du gaspillage, mais c'est une dépense d'énergie. Donc, si je prends soin de moi, j'augmente mon énergie, mais je me sens coupable en le faisant, je dépense de l'énergie, je reviens au travail, je suis au même point qu'avant. Ouais. Et là, on va venir créer une fausse interprétation que prendre soin de moi ne sert à rien. Puis je vais me sentir ingrate de prendre des pauses parce que je me sens pas mieux après. Donc là, après ça, pour aider à gérer plus que le problème là-dedans, c'est la culpabilité. Moi, ce que j'adore, c'est être capable de lire les émotions, surtout les désagréables, comme une boussole. Ouais. Et chaque émotion a sa boussole et a sa propre direction, son propre nord. La culpabilité, quand on la comprend, c'est qu'elle arrive quand on a l'impression de poser un tort à quelque chose ou quelqu'un, puis qu'on agit à l'encontre de nos valeurs. Une fois qu'on comprend ça, pour désamorcer la culpabilité, il faut réparer le tort qui a été posé par un geste de réparation. Ça, c'est surtout pour la culpabilité saine. Si je t'insulte pendant ton podcast, naturellement, pour éviter que je me sente coupable, je vais m'excuser et ne plus le faire. Oui. Mais si, par exemple, des fois, on se sent coupable, mais il faut remettre en question sur il est où le tort posé. Si je prends soin de moi, puis je prends une pause de 5 minutes dans ma journée de dingue au travail, où j'ai même pas, tu sais, j'ai mangé sur le coin du bureau en écrivant dans mon dossier, j'ai à peine pris une pause toilette dans toute ma journée, et là, je m'accorde un 5 minutes, puis je me sens coupable. Est-ce que j'ai réellement posé un tort? Et si oui, à qui ou à quoi? Donc, des fois, ça peut être de changer notre perception sur il n'y a peut-être pas vraiment de tort qui est posé ici. Donc, en changeant notre perception, bien là, tout d'un coup, on essaie de voir comment est-ce que ça peut être utile de prendre soin de soi, puis que ça va redonner après au travail. Donc, des fois, c'est de faire des tests aux personnes. Essayez là, de vous placer votre moment de ressourcement en contexte. Tu sais, si on parle, par exemple, en milieu de travail, grosse journée roche, ça se peut qu'on n'ait pas la possibilité de prendre 30 minutes à 1 heure où là, ce serait plus dommageable en raison des délais que des bienfaits. Mais de se dire, OK, ce qui est réaliste en fonction du contexte d'aujourd'hui, c'est de peut-être m'accorder un 5-10 minutes de pause. Faites-le bien. Tu sais, d'essayer de vraiment vous déconnecter, décrocher, essayer autant que possible de voir ça comme ce n'est pas un tort posé à quelqu'un, j'essaie de ne pas me sentir coupable et après ça, je vois les bienfaits que ça apporte après dans mon travail. Et plus on répète cet exercice-là, de pratiquer à se ressourcer de manière saine en fonction du contexte, puis qu'on lit après les bienfaits qu'on a, que ce soit dans notre travail, dans notre couple, dans notre famille, avec nos enfants. Mais là, tout d'un coup, la culpabilité ne revient plus dans ces circonstances-là parce qu'on voit comment c'est utile de prendre soin de soi. C'est bon, ça. J'aime vraiment ça. Moi, j'appelle ça jouer des tours à son cerveau. Tu le fais pas pour toi, tu le fais pour être plus performante à ta job. Oui. Puis au Clin final, d'œil, ça clin va d'œil ici. paraître aussi. Là, au final, ça va paraître aussi parce que ton cerveau va, s'il est trop dans l'action, qu'il est trop dans le stress, il est dans l'urgence, fait qu'il n'arrive C'est pas ça. à bien saisir certaines subtilités. Tu sais, c'est comme moi, mes amis riaient de moi quand j'étais au cégep. Ils me disaient, Myriam, je comprends pas, pourquoi tu as tout le temps ton sel proche quand tu es dans la douche? Je suis comme, ouais, mais je pars, je fais un travail, je suis bloquée, je suis comme frustrée, je m'en vais prendre ma douche, je suis dans ma douche, j'ai l'idée. Ça déclenche. Ah, Pourquoi? Parce oui. que je me permets de rien faire, puis je pense complètement à autre chose, puis là, tout d'un coup, paf, ça me vient à l'idée. Fait que je me la note, puis je continue ma douche.
C'est pas peut-être pas la meilleure idée non plus, là. Je dis pas aux gens, faites pas ça, amenez pas votre sel dans votre douche, mais tu sais, c'était ça, il riait de moi, il était Oui, comme, t'as tout le temps tes idées dans la douche, qu'est-ce que tu fais dans ta douche, tu sais? j'ai peut-être une explication. Ah, ben oui, On va démystifier ça aujourd'hui. démystifions pourquoi on a toutes les meilleures idées du siècle dans la douche. Pourquoi? Clairement dans la douche, mais c'est dans des moments de repos. Oui, ben Euh, oui. c'est que, bon, en gros, le cerveau est complexe. Je n'irai pas dans le gros fonctionnement cérébral, mais si je vais dans le côté plus simple, là, OK? C'est que Mhm. dans le stress, mettons, quand même assez modéré à élevé, Ouais. c'est que j'appelle ça nos petites lumières dans notre cerveau, où est-ce qu'il est actif, va venir s'illuminer dans ce qu'on appelle notre amygdale cérébrale. Mhm. OK? Ceux qui nous écoutent dans l'audio, je pointe un petit point au milieu de notre cerveau, là, un petit peu entre mes deux yeux. Euh, et cette amygdale cérébrale-là, c'est l'équivalent de notre détecteur de fumée qui part. Puis OK. là, essayez d'étudier, d'écrire votre rapport, d'avoir une conversation constructive, de trouver des solutions avec le détecteur de fumée qui vous crie dans les oreilles. Ah, c'est pas possible. C'est pas évident, là. C'est pas Mm. évident. Ce que ça fait, c'est que quand on va privilégier des stratégies pour, par exemple, juste désamorcer la réponse de stress, OK? Prendre des respirations diaphragmatiques pour essayer de tomber sur le système nerveux parasympathique, par exemple. Système nerveux parasympathique, pour ceux qui ne le savent pas, on a deux systèmes nerveux. Le sympathique, qui est le mode actif, OK? Et le parasympathique, qui est le mode plus passif sur lequel on digère et on dort, puis on relaxe. Donc, il y a certaines stratégies qu'on peut faire qui vont nous mettre un peu plus sur le système nerveux parasympathique pour désamorcer la réponse de stress. Et ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va éteindre notre détecteur de fumée, puis ça va ramener les lumières de notre cerveau dans le cortex préfrontal, c'est là qu'on a toutes nos fonctions cognitives, la mémoire, l'attention, la concentration, notre capacité de raisonnement rationnel, de trouver des solutions qui font du sens. Donc, c'est pour ça que des fois, on est mieux de prendre du recul, surtout dans des réponses de stress très élevées, ou moi, des fois, je dis comme j'ai plus de cerveau, là. Tu sais, dans les stress intenses, là, j'ai vraiment cette impression-là de ne plus avoir de cerveau. La page blanche, il n'y a rien qui me vient. Ça sert à rien de forcer. Ça crée plus de stress dans ce temps-là. On est mieux de calmer notre réponse de stress pour que, tu sais, désamorcer notre système d'alarme, notre détecteur de fumée interne pour être capable, après ça, de ramener les lumières dans notre cortex préfrontal. Oui, c'est ça. Fait que, finalement, je pense que mettons, on conclut avec ça, ça serait, ça serait quoi le meilleur truc? Ce serait vraiment ça de se permettre de se déposer, en quelque sorte, aussi, de se Oui. poser les bonnes questions. Ben, la première étape que je vois souvent, c'est qu'il faut être honnête envers soi-même sur l'intensité du stress ressenti. Mhm. L'humain est très, très bon pour faire ce que j'appelle de la compression émotionnelle. Je suis correct, je suis capable d'en prendre, je suis juste à 3 sur 10, par exemple. Mais si on s'évalue à 3 sur 10, on va appliquer des stratégies à 3 sur 10. Puis là, on s'étonne que ça ne fonctionne pas vraiment longtemps. Fait qu'un peu d'honnêteté envers soi-même, à faire comme moi, finalement, je suis peut-être un 7,5, 8 sur Ouais. 10, là. Bon, ben les stratégies qu'on va faire à 7, 8 sur 10 en intensité de stress ne sont pas du tout les mêmes qu'à 3 sur 10. On va même en combiner pour que ce soit plus efficace. Au même principe que si j'ai une égratignure sur le bras, ce ne sera pas du tout le même protocole et traitement que si j'ai une fracture ouverte de la jambe. Exact. Excusez pour l'image, mais c'est le même principe pour l'intensité du stress ou la détresse émotionnelle. Ça prend une bonne auto-évaluation pour être capable de s'offrir des stratégies proportionnelles à ce qu'on vit. Mhm. Et après ça, je vous dirais, là, à partir de 5, 6 sur 10, vous avez avantage à faire des retraits pour essayer de désamorcer le détecteur de fumée qu'on a nommé. Puis après ça, faites-vous des plans de match en fonction du ciné. Le retrait peut être proportionnel, encore une fois, si je suis à 5 ou 6 sur 10 versus 9, 12 sur 10. Là. Mhm. Fait que ça peut prendre du temps avant d'être capable de se désamorcer, surtout si on est en crise. Fait qu'il ne faut pas se décourager. Les respirations diaphragmatiques, par exemple, les gens vont me dire, Valérie, j'ai respiré 4-5 respirations, ça n'a pas marché.
Et tu étais à combien sur 10? Ah, 12. Ça se peut que ça prenne 5 à 10 minutes avant que ça commence à fonctionner et que ça doive être combiné avec des stratégies, par exemple, pour te distraire, te changer les idées temporairement, donner un break à ton cerveau, le temps de pouvoir refaire un plan de match après. Ouais, c'est ça. Si t'es ado, ça se peut que tu nommes 5 choses que tu vois, 4 choses que tu sens, C'est ça, 3 choses oui, que tu peux exactement, faire le en même grand temps lien par les 5 sens, oui. ça se peut que tu fasses autre chose en même temps de respirer parce que c'est trop, mais tu sais, C'est justement, ça, idéalement, c'est de pas d'attendre que ça devienne trop non plus, là, autrement. exactement, Ça veut dire, bon, ben, je suis exactement. peut-être à un 4-5, peut-être le temps que je prenne, des fois, ça peut juste être un 5 minutes, là, mais ce 5 Oui, minutes-là va faire en sorte qu'on ne montera pas, on va juste redescendre, puis on c'est va ça. pas être efficace. Exactement, se lever, aller prendre un petit verre d'eau, une petite bouchée, une petite collation, tu sais, prendre 2 secondes pour demander à un collègue comment qui va, puis après ça, oups, on revient. C'est super, ça. Ben, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire pour la fin? Sur les Ben, conseils? honnêtement, je pense que ça fait pas mal le tour. Ce que je voulais trouver intéressant aussi, que j'avais trouvé d'ailleurs, c'était que environ 20% des personnes en 2023, des travailleurs en 2023, avaient nommé ressentir du stress élevé à très élevé au travail. Donc, c'est quasiment 1 personne sur 5 au travail qui vont ressentir du stress élevé à très élevé. D'où l'importance d'être capable de se reconnaître puis d'appliquer des Mhm. stratégies pour éviter ça. Oui, puis d'être honnête avec soi-même, justement, comme tu l'as si bien dit, on a tendance à se dire c'est pas si pire, mais C'est finalement, ça. on aurait peut-être Exactement. plus besoin de se reposer que ce qu'on croirait. Ben, Exactement. ben, merci beaucoup, Valérie. Ben, merci à vous autres pour l'invitation. C'était super gentil. Ben, écoute, ça nous a fait plaisir. Si les gens veulent aller plus loin, ils peuvent aussi visiter ton site web, là. Oui, Il y a plusieurs informations. Fait que, oui, Valérie Roy, psychoéducatrice.com. super. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Vous écoutiez le balado C'est dans ta tête, le balado qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous outillera davantage sur comment prendre soin de vous et de votre santé mentale. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions sur le sujet d'aujourd'hui en commentaire. On se dit au mois prochain et d'ici là, si vous voulez en découvrir plus, je vous invite à visiter notre site web au www.santémentalca.com.